Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier midi-conférence de la programmation 2023-2024 déjà, organisée par l'Institut universitaire sur les dépendances. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir des présentatrices qui vont nous parler de mieux soutenir les membres de l'entourage, un outil d'accompagnement pour l'intervention. Nous avons le plaisir d'accueillir Francine Ferland, qui est psychologue-chercheur, et Nadine Blanchette-Martin, APPR-chercheur. Toutes les deux travaillent au CIUS de la capitale nationale et au CIUS de Chaudière-Appalaches. Elles sont également chercheurs régulières à Hermès et à l'IUD. Et Nadine est chercheur également à Hermès, au risque, pardon. Nous avons aussi Mélissa Côté, qui est professeure de psychoéducation à l'Université Laval, chercheur à l'IUD et au risque. Donc, je laisse la parole à les présentatrices. Bonne journée. Merci, Jean-Philippe. Bonjour tout le monde. On est très content d'être ici aujourd'hui. On a un peu, en fait, deux petits éléments. D'abord, Nadine et moi, on est dans le même bureau aujourd'hui parce que ma caméra ne marchait pas sur mon ordinateur. Alors, ça va faire peut-être un peu étrange, là, mais c'est une question plus technique. Deuxièmement, en fait, ce qu'on vous présente aujourd'hui, mieux soutenir les membres de l'entourage, un outil d'accompagnement pour l'intervention. On va vous présenter un peu de quoi ce projet-là est issu et aussi la présentation d'aujourd'hui. C'est un ensemble de personnes qui ont travaillé. C'est issu d'une subvention dans le cadre des subventions POD qu'on a eues il y a quelques années pour regarder les services offerts aux membres de l'entourage des personnes présentant un usage problématique. On ciblait là-dedans les substances, le jeu et aussi l'utilisation des écrans, pardon. Je tiens d'abord à remercier énormément. Non, je vais le faire à la fin. Donc, dans ce contexte-là, c'est un très gros projet qu'on a fait dans lequel on voulait identifier quels sont les services offerts dans l'ensemble du Québec, tant dans les CIUS et CIUS que dans les RRD puis dans d'autres organismes communautaires. Donc, quels sont les services offerts actuellement? Quels sont les besoins des membres de l'entourage en termes d'intervention? Quels sont les besoins des personnes intervenantes qui travaillent auprès des membres de l'entourage des personnes ayant une utilisation problématique? Et aussi, comment outiller ces personnes-là pour mieux répondre aux besoins des membres de l'entourage. Et on a regardé autant du côté des services offerts aux personnes autochtones qu'aux personnes allochtones. Les principaux constats qui sont ressortis des rencontres qu'on a fait avec des gestionnaires, des personnes intervenantes et avec aussi des membres de l'entourage, c'est d'abord que les modalités qui sont privilégiées dans l'ensemble du réseau, c'est l'intervention en individuel ou en groupe. En général, l'objectif qui est poursuivi dans l'intervention, c'est d'améliorer le bien-être du membre de l'entourage. On a noté aussi une très grande disparité dans les services qui sont offerts. Oui, une disparité entre les RHD, les organismes communautaires, mais aussi à l'intérieur même des CIUS et CIUS, une très grande disparité de services. On a noté une faible utilisation des interventions qui sont basées sur les données probantes. On pense ici à l'intervention 5 Steps et aussi au CRAFT, qui sont très peu utilisées. Un roulement du personnel, mais ça ne sera pas vraiment une grande surprise pour personne. Un grand roulement du personnel à l'intérieur de l'ensemble des organismes qui offrent d'intervention aux membres de l'entourage, ce qui amène aussi en même temps une perte d'expertise. Donc, les gens qui ont beaucoup d'expérience dans l'intervention auprès des membres de l'entourage vont souvent changer d'emploi, de poste à l'intérieur même de leur organisme. Puis, on perd un peu cette expertise-là. Et un besoin de formation et d'outils cliniques pour mieux intervenir auprès des membres de l'entourage. De ce projet-là, comme tout projet de recherche, on découle des résultats intéressants. Souvent, les premières diffusions qu'on va faire vont être des présentations de ces résultats-là ou encore des publications qu'on va faire dans des articles. Cette fois-ci, ce qu'on trouvait intéressant, c'est d'avoir la possibilité
à la lumière de tous nos résultats qu'on a obtenus, on avait la possibilité d'avoir un résultat qui était concret. C'était vraiment notre souhait. Francine et moi, on est chercheurs en établissement, on travaille dans le milieu clinique, on est implanté, on côtoie les intervenants dans le quotidien et c'est toujours un souci qu'on a d'avoir quelque chose qui va ressortir des cliniques qui va être utilisable par nos collègues. Donc, dans le volet autochtone, qui est arrivé avant ce que nous, on vous présente aujourd'hui, dans le volet autochtone, des fiches ont été créées, ont été conçues avec les communautés autochtones pour bien répondre à leurs besoins. Eux, c'était des fiches qui étaient liées davantage, pas liées, mais qui s'adressaient davantage aux personnes qui consultent dans les services. Alors que nous, on a fait le volet alloctone qui correspond davantage à accompagner les intervenants. Donc, c'est des fiches qui sont faites pour les intervenants, on va vous en reparler tout à l'heure, mais qui sont faites pour les intervenants, bien que des éléments peuvent être utilisés là, avec les personnes qui consultent, mais ils sont complètement différents. Ce n'est pas une adaptation autochtone à alloctone, c'est vraiment des fiches différentes, mais qui découlent quand même de ce projet-là des résultats. Donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est d'abord de vous, pas d'abord, mais c'est de vous présenter notre outil. On est très fiers de vous présenter. D'ailleurs, c'est en primeur parce que c'est la première fois qu'on les présente. Ces outils-là qu'on a créés pour soutenir les intervenantes qui œuvrent auprès des membres de l'entourage de personnes ayant un problème d'usage de substances psychoactives, de jeux d'hasard et d'argent ou écran Internet. Là, vous allez voir, ça va être écrit tout le temps ME pour membres de l'entourage. Avant de débuter puis de vous présenter nos fiches, on voulait, en fait, la parole est à vous. On voulait vous entendre sur, dans votre pratique, qu'est-ce que vous observez? C'est quoi les besoins que vous rencontrez, que les membres d'entourage que vous voyez ou encore à travers les personnes qui font usage vous parlent des besoins de leurs proches? On aimerait vous entendre sur le sujet. On peut peut-être y aller soit à main levée ou je ne sais pas, est-ce que Jean-Philippe ou Geneviève, vous pouvez donner la parole aux gens qui veulent parler? Non, il y avait un petit sondage aussi qu'on avait préparé avec Jean-Philippe. Oui, on a deux petits sondages. Un sur un peu qu'est-ce que vous faites dans la vie, puis je vais lancer le deuxième sondage par la suite. Parfait. Bon. On a des participants qui ont levé leurs mains. Geneviève, Jean-Philippe, est-ce que vous donnez l'accès pour que les gens puissent parler? Oui, en fait, si certaines personnes veulent prendre la parole, juste à lever la main, puis je vais activer votre micro. On a Caroline Duplain qui a levé sa main. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Merveilleux. Alors, Caroline Duplain, Centre de thérapie Le Portin, juste pour femmes à Québec, intervenante depuis une trentaine d'années. Là, je suis à la direction générale, mais je me garde de temps en temps. En fait, moi, ce que je remarque, c'est la raison d'ailleurs pourquoi je me suis inscrite à ce webinaire. Merci beaucoup, c'est très important et très pratique pour nous. C'est la méconnaissance que la personne qui vient en thérapie vit. On réfère beaucoup dans les autres groupes d'entraide comme Al-Anon ou autres, mais on est en train de voir justement qu'est-ce qu'on va faire, de quelle façon peut-on arrimer un petit programme afin de les suivre durant ces 28 jours-là. On essaie beaucoup de les propulser, si je peux dire ainsi, à travailler eux aussi sur eux. On parle de codépendance aussi. Alors, on essaie de leur dire, bien, vous aussi, vous avez votre petite thérapie à faire pendant 28 jours pour comprendre c'est quoi la maladie que la personne est aux prises avec et comprendre et connaître les meilleures façons, les meilleures pratiques quand elles sortent pour assurer un filet peut-être plus, pas protecteur, mais assurer peut-être plus une sortie en douceur et en compréhension et en besoin de ce que la femme hébergée vient chercher comme telle. OK. Oui, c'est très intéressant. C'est ça, pour laisser la place à d'autres. Là. Fait que nous, vraiment, les personnes de l'entourage, nous, c'est
C'est vraiment une préoccupation en ce moment. OK. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Madame Duplain, n'oubliez pas de baisser votre petite main. Ah, lower down. Parfait. 14, c'est fait. Merci. Merci. Alors, on a Aurélie. Bon, ben, oui, peut-être. Oui, c'est ça. Geneviève, est-ce que tu ouvres le micro d'Aurélie? Oui, mais en fait, Aurélie, il faudrait ouvrir vous-même aussi votre micro. Ah, c'est bon. C'est bon, Bonjour. merci. Bonjour. En fait, moi, je travaille surtout avec des parents qui ont des jeunes qui consomment. Puis leur besoin à ces parents-là, souvent, c'est de savoir comment intervenir avec leurs jeunes, comment. Eux, ils sont beaucoup dans. Ils veulent pouvoir encadrer leurs jeunes, mais en même temps, euh, les laisser faire leur choix. Fait que c'est balancé là-dedans beaucoup leurs besoins. Là. OK. Merci. Amalia Spada. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Oui. Attendez, oui. C'est bon. Moi, les enjeux que je vois plutôt au niveau de la clientèle, c'est vraiment la notion de codépendance. Puis pas juste par rapport à l'entourage, mais aussi comment la personne qui a un problème de toxicomanie ou qui a un problème de dépendance, comment lui ou elle jongle avec l'entourage pour maintenir aussi sa sécurité autour de lui. Il y a ça que je trouve que c'est un enjeu. Puis aussi au niveau de quand la personne qui a arrêté de consommer, de reprendre sa place. Puis là, il y a l'entourage qui reste encore fixe avec leur point de repère, avec ce qu'eux, ils pensent que la personne devrait faire ou qui sont encore dans l'ancien pattern de la personne concernée. Là. Ça, c'est les deux notions que j'ai de la difficulté. Puis moi, je travaille au centre de réadaptation de Laval et ça fait 1 an que je suis là et je commence avec la clientèle entourage et vraiment, c'est les 2 points que j'ai de la difficulté à patauger ou à amener les personnes vers une autre perspective plutôt que de rester pris là-dedans. Là. OK. OK. Intéressant. Merci. Merci. Les réponses, on a plus de 45 réponses, donc je vais vous partager les résultats. Alors, je ne sais pas comment ça se présente. Il faut aller dans View Details. Donc, vous allez voir une bonne description des commentaires. Si vous voulez, je fais un petit topo. Oui, on avait peut-être avant, on a Pierre Marchand qui a levé la main. Peut-être on pourrait, après, on fera le topo avant de reprendre. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Philippe? Bien. Parfait. Oui, Pierre. Oui, bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Pierre Marchand. Moi, je travaille à Portage depuis 7 ans. Puis nous, on a un service des membres dans l'entourage depuis environ 4 ans. Écoutez, ce que je remarque beaucoup, moi, les gens veulent comprendre la dépendance, se sentent beaucoup impuissants, se sentent souvent coupables. La culpabilité est beaucoup là. Ça fait que les gens ils ont besoin de se sentir rassurés. Ils ont besoin des outils aussi. Puis de comprendre. De comprendre, je pense tout simplement aussi, c'est quoi une démarche de réhabilitation, c'est quoi une thérapie. Mais le plus gros, je pense, c'est ça. C'est de comprendre pourquoi, exemple, mon fils consomme puis que ma fille ne consomme pas. Beaucoup de culpabilité. C'est beaucoup ce que je vois, moi, depuis 4 ans là, avec les gens qu'on suit à tous les mardis. Effectivement, c'est un besoin qu'on entend souvent de comprendre le comportement et la problématique aussi. Merci, Pierre. Merci. Jean-Philippe, on te laisse aller avec le retour sur le sondage, puis après ça, on va reprendre. Merci. On a eu plusieurs réponses. Donc, d'un premier coup d'œil, je vois ventiler. Parfois, c'est de mieux accompagner les proches, améliorer la relation, l'écoute, l'accompagnement, apprendre à gérer le sentiment d'impuissance,
le rétablissement des proches, comprendre la dépendance, trouver des trucs pour aider la personne dans la consommation, améliorer leur bien-être, normaliser ce qu'ils vivent et apprendre à mettre des limites, par exemple. Merci. Alors, on poursuit. Mélissa, je te laisse la parole. Oui, donc je vais juste essayer d'enlever le sondage dans mon écran. OK, parfait. Donc, comme Nadine le disait, les fiches ont été créées vraiment pour vous appuyer dans vos interventions auprès des membres de l'entourage, peu importe qui sont les membres de l'entourage. Donc, que ce soit des conjoints, des parents, un ami aussi qui pourrait se questionner, les fiches peuvent s'adresser à ces clientèles-là. Et comme on le disait, peu importe aussi la nature de l'usage excessif chez le proche. Donc, que ce soit au niveau des drogues, d'alcool, jeux d'hasard et d'argent ou l'utilisation problématique d'Internet, ça peut s'appliquer. On a créé 5 fiches au total et ces 5 fiches-là sont indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre logique, chronologique dans l'utilisation des fiches. Elles peuvent vraiment être utilisées d'une manière indépendante à la lumière des besoins là, que vous ressentez vraiment dans votre pratique. Sinon, en termes de structure, on a essayé vraiment de reproduire la même structure d'une fiche à l'autre. Donc, on a une première section qui est plus pourquoi c'est important de mettre de l'avant cette thématique-là qui est abordée dans la fiche. Par la suite, on a davantage un volet théorique qui va sous-tendre la thématique, le concept qui va être abordé, pour finalement terminer avec une section plus au niveau de l'intervention. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans nos interventions au regard de la thématique qui est abordée. Aussi, il faut garder en tête que pour le moment, ces fiches-là, ce n'est pas un programme d'intervention en soi, c'est vraiment un appui pour mieux vous soutenir là, dans votre pratique au quotidien. À ce jour, on a une version en français. Dans les mois, les années à venir, on va travailler également une version là, au niveau de l'anglais. Et ces fiches-là sont disponibles, vous l'avez ici, là, sur le site Internet du risque. Dans le haut du site Internet, vous avez un onglet qui s'appelle « Entourage » et quand vous cliquez sur cet onglet-là, vous avez accès à l'ensemble des fiches. Pour ce qui est de la thématique des fiches, donc comme on le voit là au niveau de la prochaine diapositive, donc la première fiche, c'est vraiment au niveau de la posture là, en tant que personne intervenante lorsqu'on intervient auprès des membres de l'entourage. Donc, il y a des petites distinctions comparativement à lorsqu'on intervient auprès de la personne qui consomme ou qui joue. La deuxième fiche, elle, on est davantage au niveau du volet éducatif. Plusieurs d'entre vous ont parlé de l'importance pour les membres de l'entourage de bien connaître la dépendance. Donc, c'est exactement ce qu'on vient adresser dans cette fiche. Et on sait notamment qu'une meilleure connaissance de la dépendance, du rétablissement, de d'autres notions connexes associées à la consommation fait en sorte que les membres de l'entourage vont être davantage capables de développer leur empathie à l'égard de leurs proches. Donc, c'est quand même un volet qui est très important là, dans le suivi auprès de nos membres de l'entourage. Une troisième fiche aussi, vous en avez parlé par rapport, oui, au bien-être individuel du membre de l'entourage, mais on a aussi créé une fiche par rapport à le bien-être conjugal, mais aussi familial. Parfois, la consommation prend beaucoup de place et les membres de l'entourage peuvent un peu mettre de côté les moments de qualité, les moments significatifs qu'ils vont faire comme activité au quotidien avec le proche. Donc, c'est important de leur rappeler que oui, c'est difficile, la consommation prend beaucoup de place, mais comment aussi on peut aider les membres de l'entourage à maintenir le lien significatif qu'ils ont avec leurs proches. Et finalement, ça aussi, c'est ressorti là, dans le sondage où est-ce que les membres de l'entourage, ils veulent avoir des trucs concrets pour savoir comment faire face à la consommation ou les habitudes de jeu du proche. Donc, on a une fiche spécifiquement qui s'adresse à cet effet-là au niveau des stratégies que les membres de l'entourage peuvent mettre en place au quotidien. Et finalement aussi, on a créé une fiche en termes de références là, que vous pouvez aller regarder si jamais vous êtes intéressé là, à en connaître davantage au niveau d'une thématique.
Bonjour. On va évidemment vous présenter chacune des fiches, mais c'est certain qu'on ne les lira pas toutes avec vous. On a choisi 2 pour lesquelles on va accorder un petit peu plus d'attention, pas parce que les autres ne sont pas intéressantes, c'est juste parce qu'on aurait manqué de temps pour toutes vous les présenter. Ça va permettre aussi de voir bien la structure, puis un peu l'orientation qu'on a donnée à ces fiches-là. Comme disait Mélissa, là, on les présente dans un certain ordre, mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez les avoir et que selon les besoins du membre de l'entourage de la personne que vous rencontrez, vous puissiez les piger et choisir 1 ou 2 ou 3 ou toutes qui vous permettent de répondre aux besoins et d'aider et soutenir le membre de l'entourage que vous rencontrez. Donc, la première qu'on a choisie, c'est la posture ou les postures de la personne intervenante en termes d'entourage, en termes d'intervention. Là, je suis désolée, je vais être obligée de les regarder parce que malheureusement, je ne les ai pas appris par cœur. Fait je vais faire un peu avec vous. Donc, la première section, c'est toujours pourquoi intervenir auprès des ME. Donc, ici, on a les grands objectifs et pourquoi on intervient auprès des ME. Vous le savez, vous l'avez dit tout à l'heure. Ils vivent des conséquences associées à l'usage de je parle donc, à midi. Ils vivent beaucoup de détresse et peuvent se sentir impuissants face à leur rôle et à la situation du proche. Et aussi, ils peuvent être des alliés importants dans le rétablissement de leurs proches qui ont un usage problématique. La deuxième section, c'est toujours un peu de théorie. Donc, dans ce cas-ci, on va présenter la réalité complexe des membres de l'entourage en expliquant, on revient sur le fait que les membres de l'entourage vivent un stress au quotidien, que ça fait souvent plusieurs années qu'ils vivent des conséquences ou qu'ils vivent dans une situation stressante en raison de l'usage de leurs proches et qu'ils vont souvent avoir beaucoup de bonne volonté pour aider, mais ils ne connaissent pas toujours un peu ou sont un peu démunis quand arrive le moment d'aider. Par la suite, on va aller plus dans qu'est-ce qu'on peut faire comme un type d'intervention dans le cadre de la thématique. Dans l'intervention qui est dans la fiche de la posture, on parle beaucoup de prendre le pouls des ME. Les membres de l'entourage, quand ils viennent consulter, dans bien des cas, ça fait très, très, très longtemps, plusieurs années qu'ils sont dans leur situation et ils ont beaucoup besoin de ventiler, de s'exprimer. Il y a souvent de la colère aussi et aussi de l'impuissance par rapport à la situation qu'ils vivent. Donc, ce qu'on a mis de l'avant, c'est beaucoup l'importance de les écouter, de s'assurer que on va bien identifier quels sont leurs besoins. On sait aussi qu'ils n'ont pas toujours un réseau social qui va être soutenant. À l'occasion, le proche va avoir un peu détruit ce réseau social-là qui est autour du membre de l'entourage et de la famille. À d'autres occasions, ils vont s'être isolés par eux-mêmes, volontairement ou involontairement, pour protéger la personne qui a un trouble d'utilisation, un trouble d'usage. Donc, c'est important de voir s'ils ont encore un réseau eux-mêmes pour les aider aussi, puis pour les soutenir à l'extérieur de l'intervention qu'on peut leur offrir. Sur ma page. Par la suite, la dernière étape ici, c'est la posture de la personne intervenante à adopter. Donc, ce qu'on suggère à l'intérieur de la posture à adopter avec un membre de l'entourage, c'est vraiment d'abord d'offrir un soutien émotionnel et une écoute afin que les membres de l'entourage se sentent en sécurité, qu'ils se sentent écoutés, qu'ils puissent ventiler et qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à eux plutôt que dans la vie de tous les jours, que ce soit la personne qui a un usage problématique qui devient le centre de l'attention parce que, justement, on veut régler son problème. Donc, ils ont besoin de cette écoute-là et de sentir que c'est eux qui sont la personne importante aujourd'hui. Sentir aussi une acceptation et de l'empathie, ce qui manque à peu près pas l'empathie à personne qui fait de l'intervention. Donc, ils ressentent beaucoup de culpabilité face à la situation et c'est important de se placer dans leur perspective pour bien comprendre comment eux évaluent la situation et aussi
valoriser l'amour ou l'affection qu'ils portent à la personne qui a un trouble d'utilisation. Par la suite, valider, normaliser leur colère, leur frustration, leur découragement aussi qui peut arriver dans bien des situations et reconnaître qu'ils ont une intention positive quand ils veulent aider, même si à l'occasion, ça peut être maladroit. Développer de l'espoir, les amener à focusser sur les choses sur lesquelles ils ont un pouvoir d'agir. Quand ils interviennent, quand ils discutent, ils conversent avec leurs proches qui ont un trouble d'utilisation, ça peut devenir décourageant. À l'occasion, la personne a fait plusieurs tentatives de diminution, de contrôle ou d'arrêt et ça revient, il y a des rechutes. Donc, il faut aussi que le membre de l'entourage reprenne espoir qu'il peut arriver quelque chose de positif. Et aussi, le dernier point qu'on voit à l'intérieur de cette fiche-là, c'est de s'assurer de développer une collaboration avec le membre de l'entourage parce que, comme on l'a dit au départ, les membres de l'entourage peuvent être un atout important pour faciliter ou aider ou contribuer à l'amélioration de la situation de la personne qui a un trouble d'utilisation. Et au besoin, évidemment, on réfère à des organismes extérieurs parce que nos services étant ce qu'ils sont souvent très limités en termes de nombre de rencontres, durée d'intervention. Donc, si on atteint des limites, il ne faut pas hésiter à référer à des gens qui peuvent offrir un service à plus longue durée. On a perdu l'image. Ouais, ça fait ça quand on lit le clic dessus. Donc, on a comme autre fiche qui est informer et sensibiliser les membres de l'entourage. Puis on voit que dans ce que vous nous avez nommé, hein, quand on vous a demandé de parler, plusieurs en avaient parlé de ça, que les gens ont besoin de comprendre, c'est quoi la problématique. Ils ont besoin, souvent, ils se rendent compte qu'ils ont peu de connaissances et ils veulent en avoir davantage. Et on se retrouve avec des gens qui, parfois, c'est pour eux qui veulent avoir les connaissances pour comprendre, puis d'autres fois, c'est aussi pour savoir comment faire pour aider mon membre d'entourage qui a une problématique. Qu'est-ce que je peux faire qui pourrait être positif? Donc, on se rend compte qu'au niveau de l'intervention, ce que les gens nous ont dit, qui viennent chercher des services, ils rapportent beaucoup d'enjeux en lien avec le fait qu'ils ne connaissent pas et ne comprennent pas une incompréhension de la problématique. Donc, ils ne savent pas trop comment se positionner. On a mis dans un peu de théorie, on parle du continuum, hein, que c'est pas que chaque personne est unique selon la problématique dans sa vie, la place que prend la problématique dans sa vie. Donc, c'est un continuum. On explique le continuum. Le cycle de la signature, c'est quelque chose qui est facile pour nous et qui est intégré, mais le cycle de la signature, les gens ne le connaissent pas. Puis souvent, quand on va l'utiliser, on va l'expliquer à la personne, ça permet justement de comprendre et répondre à ce besoin-là. D'ailleurs, on vous a mis, dans cette fiche-là, on vous a mis le cycle sur une page complète également, qui pourrait être utilisé en outil avec les membres de l'entourage eux-mêmes. Ensuite, on va parler des besoins qui sont comblés par l'usage parce que parfois, on oublie les besoins. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement aux effets négatifs, aux conséquences concrètes qu'on va voir apparaître, puis on va miser sur les conséquences, puis on va parler beaucoup de ça. Mais quand on revient à la base sur les motivations entourant la consommation ou l'usage de jeux ou d'utilisation des écrans, ça permet après ça de mieux se positionner, puis peut-être de mieux comprendre l'impact, puis pour ceux qui disent comment je peux faire pour l'aider, on va aider à partir du besoin qui doit être comblé. Fait que ça permet d'avoir une meilleure compréhension. On va parler de l'usage aussi comme stratégie d'adaptation qui va directement avec les besoins. Donc, comment la personne s'adapte en utilisant la consommation.
Au niveau de l'intervention, on va parler d'expliquer l'usage, des idées de sujets à aborder aussi, parce que ça a été nommé autant par les intervenants que par des personnes qui consultaient. Quel sujet qu'ils aimeraient qu'on aborde? Parce que des fois, les gens qui viennent dans nos bureaux en lien avec l'entourage, plutôt, ils vont dire moi, j'ai pas de problème. Si le problème de l'autre est réglé, le mien va être réglé. Donc, des fois, les sujets ne viennent pas d'emblée. Alors, on vous en propose qui pourraient être abordés, qui vont de fil en aiguille amener d'autres idées de thèmes à aborder. Ensuite, on va expliquer le processus de rétablissement et on va expliquer aussi les objectifs qui peuvent être différents chez une personne. Parce que quand on a peu de connaissances, qu'on vit seulement les conséquences de notre membre d'entourage qui consomme, des fois, on va se baser sur peut-être des opinions populaires ou ce qu'on a vu dans les films, ou c'est l'abstinence totale, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est ça. Fait que c'est bien pour les gens de comprendre le processus, puis que la personne peut se donner des objectifs, puis on va partir de ces objectifs, puis l'objectif qui est donné au départ peut évoluer. Donc, il faut aider la personne à comprendre ça aussi pour mieux comprendre ce qui se passe dans la vie de son proche qui consomme. Ou qui fait usage. Ensuite, on va expliquer aussi la motivation au changement, brièvement, mais quand même pour permettre à la personne de comprendre que la personne qui fait usage n'est pas nécessairement, même si sa problématique est très grave ou très sévère, ça se peut que sa motivation elle soit moins grande. Puis qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Puis cette motivation-là, elle peut changer, elle peut évoluer avec le temps. Et on va normaliser les chutes, les rechutes, parler des bris d'objectifs aussi, parler que ça fait partie du processus, que ce n'est pas un échec parce que la personne a brisé son objectif, par exemple, ou on ne repart pas à zéro non plus. Au contraire, on l'utilise comme étant formateur, comme étant, on veut, surtout à la base, si la personne en parle, on a un gain. Fait on explique ce processus. Autre fiche qu'on a fait, c'est favoriser le mieux-être des personnes, le personnel des membres de l'entourage. On sait que les gens qui viennent consulter ont souvent deux grands objectifs. C'est soit je viens pour moi ou j'ai besoin d'aider la personne et je veux qu'elle change, donc c'est ce qui va m'aider à aller mieux. Puis les gens ont souvent de la difficulté à parler de prendre soin d'eux. On a souvent la culpabilité qui embarque facilement quand on parle de prendre soin d'eux. Fait que, ce qu'on veut, c'est ça, c'est les amener à ça, les amener à comprendre aussi que s'ils prennent soin d'eux, s'ils vont mieux, ils vont pouvoir mieux aider aussi la personne autour d'eux qui a un problème d'usage. On va parler un peu de théorie aussi, on va parler du modèle multifactoriel que stress, conséquences, stratégie, soutien. Donc, selon le stress, les conséquences ne seront pas les mêmes, les stratégies ne seront pas les mêmes, le soutien ne sera pas les mêmes. Donc, ça peut varier parce que à un moment X, le stress va se traduire d'une façon ou d'une autre façon. Puis, ce qui va découler par la suite va être différent aussi. Fait que ça, c'est un des éléments qui est ressorti, qui est à aborder. Ensuite, on va parler du dilemme des membres de l'entourage à demander de l'aide pour eux, parce que c'est ce qu'on voit aussi, ce que les gens nous ont nommé aussi. C'est difficulté à demander parce qu'ils n'ont pas l'impression nécessairement d'avoir besoin d'aide, mais finalement, quand on discute avec eux, on se rend compte qu'ils ont des grands besoins. Donc, c'est important, même si la personne dit « j'ai pas besoin d'aide », creusons donc un petit peu pour aller voir pourquoi elle n'a pas besoin d'aide, puis peut-être qu'on va se rendre compte que finalement, elle a besoin d'aide aussi parce que nos proches nos membres d'entourage sont très souffrants aussi de ce qu'ils vivent en lien avec l'usage de leurs proches. Dans l'intervention, on va parler de favoriser le bien-être. Vraiment, on va expliquer comment le faire, les effets positifs de prendre soin de soi sur les sphères de vie du membre d'entourage et inévitablement que ça va découler sur la personne qui fait usage. Et tantôt, Francine a parlé du réseau de soutien, d'aller voir s'il y a un réseau autour. Mais ici, dans cette fiche-là, on va parler de c'est quoi un réseau soutenant? Parce que des fois, les gens sont entourés, mais sont mal entourés, mal accompagnés, mal soutenus. Donc, on va faire ressortir c'est quoi, qu'est-ce qui est positif autour d'eux qui peuvent les aider à aller mieux, justement.
Favoriser le mieux-être conjugal ou familial des membres de l'entourage. Donc, Mélissa l'a parlé tantôt. Ça aussi, c'est un élément qui est positif, puis c'est un élément qui souvent va être oublié. En tout ce qui est favoriser le mieux-être, puis même, on parle conjugal, si c'est le conjoint qui fait usage, par exemple, ou la famille globale, souvent, on va axer sur la difficulté qui ressort sur les conséquences, puis ça ne donnera pas le goût de donner de l'amour. Mais en fait, la littérature, ce qui ressort très fort, c'est que si on prend soin du système familial ou du système conjugal, ben ça va aider, ça va ouvrir sur la discussion, sur les communications, sur peut-être les actions à prendre aussi. Donc, si la personne tient à sa relation, parce que des fois, il y a des gens qui viennent et que leur objectif, c'est de ne pas poursuivre la relation. On est peut-être dans d'autres choses, mais pour les gens qui veulent rétablir les liens et qui sont très fâchés, on a souvent des gens qui sont très en colère, bien, c'est important de travailler avec eux pour comment faire pour favoriser justement le mieux-être, comment faire pour faire des activités en dehors de juste parler de la consommation ou juste parler de la problématique qui est là. Dans la théorie, bien, on va parler de l'inter-influence des membres, que chacun peut avoir un lien sur les autres membres et sur les impacts, sur les actions aussi des autres membres. On va parler des systèmes qui sont en interaction. Et dans l'intervention, bien, comment prendre soin de la relation? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de la relation? Comment favoriser aussi la réflexion des membres de l'entourage sur le fait de prendre soin, sur le fait d'être soutenant, des qualités aussi, parce que des fois, on oublie que notre membre d'entourage qui consomme, là, ou qui a fait usage, a des qualités parce qu'on est trop en colère. Bien, comment faire se rappeler ces qualités-là aussi? Et bien, on va aborder la communication et on va expliquer le processus, puis comment le favoriser, la communication. Et finalement, la dernière fiche qu'on vous présente aujourd'hui et qu'on a créée, c'est comment aider les membres de l'entourage à prendre conscience de l'impact des stratégies d'adaptation qu'ils utilisent pour faire face à l'usage excessif du proche. Donc, on le sait maintenant, on a plusieurs études qui vont documenter à quel point le fait de partager son quotidien avec un proche qui a un usage excessif va amener beaucoup de stress au quotidien, beaucoup d'impacts négatifs. Et face à ces impacts-là, les membres d'entourage vont utiliser vraiment une diversité de stratégies d'adaptation en vue, d'une part, d'avoir une influence sur l'usage du proche, mais également en vue de retrouver un certain équilibre, un certain mieux-être. On a de plus en plus aussi d'écrits qui vont documenter à quel point, via ces stratégies-là, les membres de l'entourage peuvent avoir un pouvoir d'agir. Donc, on ne considère plus l'entourage comme impuissant face à l'usage du proche. On sait que par l'entremise vraiment de différentes stratégies, ils vont pouvoir influencer l'usage dans le quotidien, mais ils vont aussi pouvoir avoir un effet vraiment positif dans le processus de rétablissement du proche. Donc, lorsqu'on s'intéresse aux stratégies d'utilisation, il ne faut pas seulement s'intéresser à la stratégie en soi qui est utilisée, mais il faut aussi questionner l'entourage pour mieux comprendre dans quel contexte d'utilisation la stratégie est mise en place. C'est-à-dire à quel moment tu as utilisé cette stratégie-là, pour quelles raisons tu l'as utilisée, puisqu'on remarque que d'une situation à l'autre, la même stratégie pourra avoir un effet bénéfique sur la consommation du proche, mais la même stratégie dans une autre situation, bien, on va se rendre compte qu'au final, il y aura eu peu, voire aucun impact. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps aussi de pas simplement s'attarder aux stratégies, mais vraiment avoir une vision macro et de mieux comprendre dans quel contexte d'utilisation la stratégie va être mise en place. C'est sûr qu'on le sait, il n'y a pas de recette magique non plus. Puis, malheureusement, ça peut être difficile pour l'entourage qui aimerait vraiment avoir une boîte à outils, un peu une procédure, je fais A, après je fais B, après je fais C, puis ça va donner tel impact. On le sait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais toutefois, lorsqu'on écoute les proches qui ont un usage excessif, ils vont nous parler d'éléments, par exemple, la constance dans l'utilisation des stratégies.
Donc, ça aussi, c'est un principe qu'on peut avoir en tête lorsqu'on intervient sur les stratégies d'adaptation, de s'assurer que l'entourage est capable de respecter ses limites et d'avoir une certaine constance dans l'utilisation d'une stratégie X qui va décider de mettre en place, qui va améliorer finalement les probabilités qu'on ait un effet bénéfique sur la consommation du proche. On le dit, ça demeure complexe toutefois d'avoir cette discussion-là avec les membres de l'entourage. Et l'idée, ce n'est pas de les culpabiliser, ce n'est pas de les responsabiliser. Donc, la ligne est parfois mince dans la manière dont on va aborder le tout, mais l'idée, c'est vraiment de leur faire prendre conscience que via l'utilisation d'une stratégie, ça va amener un impact sur la consommation du proche, mais aussi sur son rétablissement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une discussion ouverte, une réflexion où est-ce qu'on prend le temps d'identifier c'est quoi les stratégies qui sont plutôt à mettre de l'avant puisqu'il y a un effet bénéfique et c'est quoi les stratégies qui seraient plutôt à mettre de côté puisque ça va peut-être augmenter les envies d'usage chez le proche. À la prochaine diapositive, on a vraiment une représentation visuelle d'une multitude de stratégies d'adaptation qui vont être mises en place par les proches. Du côté gauche, on a les stratégies qui, de façon générale, vont davantage favoriser une diminution, voire un arrêt de l'usage excessif, tandis que du côté droit, on a davantage des stratégies qui, lorsqu'on écoute les proches qui consomment, ils vont davantage nous témoigner que ces stratégies peuvent augmenter leurs envies de consommer, de jouer, ou du moins les maintenir dans le temps. Donc, lorsqu'on s'attarde aux stratégies qui sont vraiment à mettre de l'avant au quotidien, bien c'est sûr qu'on a beaucoup de stratégies en termes de soutien vraiment concret que le membre de l'entourage peut emmener à son proche au quotidien. Donc, par exemple, en prenant le temps vraiment de discuter avec lui, comme on le disait tantôt, pour essayer de mieux comprendre c'est quoi le besoin derrière sa consommation, puis vraiment avoir un échange, une interaction un peu plus constructive autour de la consommation, versus à l'inverse, quand on a un discours où est-ce qu'on est plutôt dans la critique, dans le blâme, dans des propos sarcastiques autour de la consommation, bien là, on est plus du côté que ça va maintenir, voire même augmenter les envies de consommation. Il y a d'autres principes, on a essayé de les regrouper là, en principes clés. Tout ce qui a trait à lui laisser vivre les conséquences naturelles de sa consommation. Donc, ça, notamment quand on intervient auprès de parents, soit qu'ils soient parents d'adolescents ou de jeunes adultes, on peut pousser la réflexion à savoir est-ce que c'est vraiment nécessaire d'intervenir dans cette situation-là ou plutôt tu veux laisser ton enfant apprendre quelque chose de cette situation-là qui a été liée à sa consommation. Donc, ça, c'est un autre principe qui va plutôt aider les gens qui font un usage à diminuer petit à petit leur consommation. Il se peut aussi que dans le discours, là, dans la réflexion avec les membres de l'entourage, il y a d'autres stratégies qui sont utilisées qui ne sont pas ici présentes. L'idée, ce n'était pas de vous représenter là, vraiment toutes les stratégies de manière exhaustive. Là, il y en a des centaines et des centaines. C'était plus de vous aider un peu à identifier quelles sont les stratégies qui peuvent davantage favoriser une diminution ou qui peuvent aider plutôt au rétablissement et d'un autre côté, qui vont plutôt augmenter là, les envies de consommer. C'est important aussi de comprendre que ce concept-là des stratégies, c'est un concept qui va revenir tout au long du suivi. Ce n'est pas on en parle une seule fois dans une séance puis on a fait le tour. Non, on va vouloir faire des tentatives aussi, puis un peu des essais-erreurs avec les gens pour voir l'utilisation d'une nouvelle stratégie. On le sait, ça va prendre du temps, ça va prendre plusieurs semaines vraiment à ce que le membre d'entourage soit à l'aise de l'utiliser et qu'il y ait une certaine constance. Donc, c'est notre rôle en tant qu'intervenant, intervenante, de faire le suivi de ces stratégies-là et toujours s'assurer aussi que le membre d'entourage est à l'aise d'utiliser cette stratégie, puisque pour nous, ça peut faire beaucoup de sens, mais il se peut que pour l'entourage, pour X raisons, il ne soit pas à l'aise. Donc, à ce moment-là, on est mieux de réfléchir à d'autres alternatives. Et aussi, gardons en tête que
C'est sûr que de façon générale, on intervient plus en individuel avec l'entourage, mais on peut quand même inviter l'entourage à avoir une discussion avec son proche qui a un usage excessif pour savoir justement quelles sont les stratégies qu'il peut mettre en place au quotidien pour l'aider, le soutenir, versus c'est quoi peut-être les comportements qui peuvent être mis en place qui vont augmenter les envies de consommer. Donc, c'est rare des fois que ce dialogue-là est présent entre le membre de l'entourage et son proche, mais ça peut être quelque chose aussi qu'on propose que les gens aient d'emblée une discussion à cet effet. Ça serait correct, Nadine? Donc, vous voyez, c'est les 5 thématiques qu'on a à vous proposer aujourd'hui. Elles sont issues vraiment des travaux qu'on a faits et elles visent à soutenir, supporter le travail d'intervention que vous pouvez faire auprès des membres de l'entourage. Comme l'a dit Mélissa, il n'y a évidemment pas de recette miracle. Ce n'est pas un programme d'intervention. Ça a vraiment pour objectif de vous aider dans votre pratique parce qu'on sait aussi qu'il n'y a pas beaucoup de formations qui est dans le réseau ni dans les réseaux communautaires qui sont spécifiques pour le travail auprès des membres de l'entourage. Donc, c'est quelque chose qu'on vous rend disponible. Il y a eu une question tout à l'heure, est-ce que la présentation va être disponible par la suite? Oui, elle pourrait l'être, mais très franchement, selon nous, je pense que les fiches sont plus intéressantes à rendre disponibles que la présentation comme telle. Et les fiches sont déjà disponibles en ligne sur le site du risque. Là, vous avez à l'intérieur de la présentation, on vous l'a montré tout à l'heure, sur le site du risque. Donc, avant de terminer, on voulait voir avec vous, selon vous, quelle est la pertinence des fiches? Comment vous entrevoyez la possibilité de les utiliser dans le cadre de vos interventions? Puis, qu'est-ce qui serait utile pour vous pour faciliter leur intégration dans votre pratique? Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés à lever la main et à échanger, on est disponible pour le faire. Sinon, il y a le chat pour simplement l'indiquer. Puis, il y a un petit sondage là, que Jean-Philippe a démarré aussi qui est disponible. Isabelle Dion. C'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, j'aime beaucoup vos fiches. Là, je les ai imprimées pendant que vous jasiez. Moi, j'aime les fiches, j'aime comment ils sont faits. Pour ajouter dans la pratique, moi, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le contenu de ce qu'il y a dans les fiches, mais tu sais, comme dans la version qui s'adresse aux membres de l'entourage, puis qu'on peut laisser en copie. Là, ça, c'est notre matériel à nous, mais si moi, j'avais une adaptation à faire, je les mettrais là, parce que, tu sais, quand je travaille au niveau du traitement conjugal, puis, tu sais, il y a comme le cahier de l'usager qu'on remet, il y a du matériel à eux, le texte s'adresse à eux. Fait que, tu sais, dans le fond, dans l'adaptation, moi, le après, c'est d'avoir le matériel que je peux leur remettre à eux. Là. Mais il y a des choses là-dedans que je vais utiliser, que je vais pouvoir copier. Mais c'est ça, un document qui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, c'est une très bonne suggestion, Isabelle, qu'on fasse une version membre de l'entourage qui est plus épurée, qui est peut-être. Oui, c'est ça. En épurant, mais en ayant du texte aussi qui explique de la même façon que dans les cahiers, c'est vraiment intéressant ce qui a été mis dans les cahiers au niveau du traitement conjugal intégratif. Là. Puis moi, je trouve ça très aidant. Tu sais, les gens peuvent revenir avec le cahier puis tout ça. Fait que c'était quelque chose que je voulais commencer à créer de mon côté avec les membres de l'entourage. Puis là, ben, je trouve que vous me donnez la base pour travailler ça. Mais si vous faites ça, puis de façon plus épurée, là, tu sais, une affaire par page, là, tu sais, ça serait vraiment intéressant. Ben oui, tout à fait. On regarde la suggestion. Oui, merci, Isabelle. On va peut-être impliquer Isabelle, hein? Ben oui. C'est ça. Non, là, j'ai beaucoup d'implications, là. C'est bon, merci. D'autres commentaires ou questions? Geneviève Quévillon. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien.
Bon, super, merci pour la présentation, vraiment très, très intéressant. Petite question, il y a le terme codépendance qui est revenu dans certaines personnes qui ont parlé au début de la présentation, des termes qu'on voit dans la littérature. Il n'y a pas longtemps, il y avait eu une présentation de de la littérature qui avait été faite aussi par un de vos collègues chez vous à l'IUD, si je ne me trompe pas. Je suis curieuse d'avoir votre opinion sur ce sujet-là. Quelle réponse? C'est un terme qu'on tend à ne plus utiliser. Je ne sais pas, Mélissa, si tu veux aller on doit dire qu'on a volontairement exclu le terme codépendance de l'ensemble de nos fiches. C'était très volontaire. Il y a plusieurs définitions du terme qui existent, puis ça amène souvent là, une incompréhension. C'est stigmatisant aussi. La littérature le documente bien. Donc, c'est pas comme ça qu'on a voulu le traiter. Les membres de l'entourage, oui, vivent des conséquences. Oui, ils peuvent avoir une forme de... Et mon Dieu, je ne vais même pas m'embarquer. On va plutôt, non, mais on simplifie les choses. On va parler des comportements qui facilitent ou qui encouragent ou qui... Fait qu'on va parler davantage de stratégies d'adaptation ou stratégies de coping que parler de codépendance. C'est plus vers ça qu'on s'en va. Même dans nos travaux, là, vous allez voir ce qui s'en vient. C'est davantage le langage qui est utilisé. Et ce qui donne plus de pouvoir d'agir à la personne, de possibilité d'agir sur son comportement, agir sur une possible modification d'un comportement aussi. Donc, c'est plus dynamique, moins stigmatisant et plus positif. Mais ça, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, vous avez vraiment repris l'ensemble des thèmes que je voulais identifier, mais je pense qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment une mécompréhension de l'utilisation de la codépendance et ça amène beaucoup d'interprétations à la fois chez les professionnels. Tout le monde a un peu sa propre définition, chez les membres de l'entourage aussi, puis dans la culture populaire, là, lorsqu'on cherche sur Internet qu'est-ce que la codépendance et qu'on cherche sur Google, là, évidemment, les gens ne vont pas dans les bases de données scientifiques, mais parfois, ils peuvent avoir accès à des définitions, comme Nadine le disait, qui vont les emmener à se stigmatiser, à avoir une très grande remise en question. Et ce n'est pas aidant pour tout le monde là, de parler de codépendance. Ça n'a pas toujours l'effet escompté. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé volontairement de mettre de côté ce terme-là et plutôt avoir une vision qu'il n'y a personne qui a décidé d'avoir un proche qui vivait des difficultés de consommation dans son entourage. Du moins, c'est très, très rare. Donc, on est plus dans je vis avec une personne, je côtoie une personne qui a de la difficulté et comment je peux m'y adapter, comment je peux y faire face en enlevant un peu de côté parfois la culpabilité qui peut être liée à la codépendance. Mais je le sais que pour des intervenants, ça fait beaucoup de sens dans leur intervention, puis qui arrivent à l'utiliser d'une manière très constructive, mais de par la mécompréhension globale, on aimait mieux être davantage prudente et mettre de côté l'utilisation de la codépendance. Parfait. Ça, ça répond bien, Geneviève, à votre question. Tout à fait, exactement, effectivement, les réflexions que j'avais de mon côté également. Donc, merci. Merci. Peut-être, Nadine, qu'on pourrait enchaîner avec on a Gilles qui avait une question. Et après, on pourrait enchaîner puis on terminer avec des questions à la fin. C'est bon. Vas-y, Gilles, on t'écoute. Tu peux ouvrir ton micro, je crois. Il faut que tu ouvres ton micro, Gilles, sinon tu ne pourras pas parler. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Oui, on t'entend. C'est bon. Félicitations pour vos travaux. Là. Je trouve que c'est un excellent exemple de transfert de connaissances. Ça va être très pratique. Moi, j'ai une question, mais je ne veux pas retarder votre discussion. Peut-être que vous en avez parlé, mais je ne l'ai pas capté. Je ne sais pas si dans vos travaux, vous avez réfléchi à l'évaluation des besoins des membres de l'entourage. Oui. Écoute, on va en parler à la prochaine diapo. OK, parfait, c'est bon. Excellent. J'entends, c'est bon. Nous d'avance. Mais oui. Bon. Merci pour le lien vers la prochaine diapo. C'est ça. Parfait, excellent. Merci beaucoup. On va aller à la prochaine diapo, puis après, on pourra rester encore quelques minutes là, au besoin. Alors, je vais y aller. En primeur, dans nos projets qui s'en viennent, on a effectivement notre évaluation spécialisée en dépendance que vous avez
probablement entendu parler déjà qui va remplacer l'IGT, qui est l'ISD, Évaluation intégrative spécialisée en dépendance, qui s'adresse autant aux adultes qu'aux jeunes, puis aux gens qui ont une problématique de consommation, d'usage des jeux de hasard et d'argent ou des écrans. Mais il y a également un module qui s'adresse aux membres de l'entourage, qui est le dernier, là, qui va arriver après, parce qu'on a commencé, c'est le dernier qui s'est greffé à notre projet, mais qui va être fait en cohérence avec, d'une part, l'évaluation qu'on fait de la personne qui a un problème d'usage, pas parce qu'on veut évaluer la diade, mais pour que ça soit quand même en cohérence dans les concepts. Et on va aussi, qui va faire un lien avec la prochaine, ce que Mélissa va vous parler, là, ce qui s'en vient dans les développements autour de l'intervention. Alors oui, on a une évaluation spécialisée pour les membres de l'entourage qui actuellement est en cours. Elle est créée, on est en collecte de données actuellement ça va s'adresser aux membres d'entourage adultes et jeunesse aussi. Effectivement, et pour faire du pouce sur ce que Nadine vient de mentionner, on est bien content aussi d'avoir obtenu là, récemment 2 nouvelles subventions du FRQSC qui va nous permettre justement de développer vraiment un programme d'intervention spécifique aux membres de l'entourage. Donc, on va repartir de nos fiches, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'un peu plus structuré qui va nous permettre aussi d'offrir l'intervention via différentes modalités. Donc, une modalité individuelle, de groupe, mais on réfléchit aussi à faire un guide, on ne sait pas si on va l'appeler auto-soin ou un guide d'accompagnement, mais qui permettrait d'aller vraiment rejoindre d'une plus grande part là, des membres de l'entourage qui, pour X raisons, l'accessibilité aux services peut être plus difficile. Donc, de vraiment créer un guide spécifiquement pour les membres de l'entourage qui va leur permettre justement d'apprendre à mieux faire face à l'usage du proche au quotidien, puis à prendre soin également de leur bien-être personnel, mais aussi celui du couple et de la famille. Donc, ce sont des projets qui vont être en cours là, dans les 3 prochaines années et qu'on va vouloir implanter là, dans différents services à travers le Québec. L'idée, c'est d'avoir une première version d'un programme d'intervention, mais comme vous le savez, c'est des projets qui durent là, pendant plusieurs années, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment un produit québécois. On n'en a pas encore à ce jour un service vraiment dédié aux membres de l'entourage qu'on peut utiliser via différentes modalités et qui peut s'adresser à une diversité de membres de l'entourage. Donc, on travaille sur ce projet-là dès maintenant et dans les années à venir. Puis, si vous avez de l'intérêt justement à en connaître davantage ou à vouloir vous impliquer à différents niveaux, que ce soit au niveau de l'évaluation ou de l'intervention, n'hésitez pas à nous écrire. Là, ça va nous faire un plaisir de voir si c'est possible de vous intégrer ou minimalement de vous faire un suivi de l'état d'avancement des travaux. Mais ça va permettre aussi, je pense que c'est Isabelle là, qui mentionnait l'idée d'avoir une version vraiment davantage destinée à l'entourage. Bien, c'est ça qu'on va faire là, via l'obtention de ces nouvelles subventions. Donc, j'imagine que dans 3 ans, on refera un midi conférence parce qu'on vous présentera davantage l'intervention, mais c'est à venir quand même à court terme. Ça sera un plaisir de vous recevoir à nouveau. Il nous reste une petite question de Marie-Pierre Milot qui nous demande « Pouvons-nous reproduire certaines parties des fiches avec mention des auteurs pour les remettre aux usagers? » Oh, oui, sans problème. Tant que les auteurs demeurent, nous, les fiches sont disponibles gratuitement. Puis, faut juste que les noms des auteurs soient présents sur les fiches. Puis peut-être inscrire, ça vient de quelle fiche aussi. Puis, si tu me permets, Jean-Philippe, juste avant de finir, je veux juste prendre une petite minute pour remercier le plus profond de notre âme Claude-Marie Côté-Dion, qui ici, qui a fait toutes les ébauches et vraiment tout le visuel exact du projet des fiches. Sans elle, là, on serait encore avec l'idée de se dire « Ah, bon, on devrait faire des fiches ». Donc, on la remercie énormément. Je sais qu'elle est en ligne, on a vu son nom tantôt, et elle est en congé parental de ce temps-ci. Alors, on a juste hâte qu'elle profite de son congé, mais qu'elle revienne rapidement. Alors, merci encore, Claude-Marie. Si vous avez des questions, vous avez nos adresses courriels sur la page titre. On est facile à trouver. Nadine au 6 de Chaudière-Appalaches, moi au CIUS Capitale Nationale et Mélissa, c'est la Faculté des sciences de l'éducation, fse.ulaval.ca.
Donc, je pense que nos adresses là, étaient aussi sur l'annonce. Donc, gênez-vous pas s'il y a quelque chose. Tout à fait. Puis, on a encore quelques minutes là, pour les gens qui voudraient partager. On a Sylvie Rougeau qui a levé la main. Alors, Sylvie, on t'écoute. On va arrêter le partage. Je ne sais pas si Sylvie est encore là. En tout cas, j'ai vu Alexis lever sa main aussi. Oui, c'est ça. Alexis, je pense que tu peux y aller. Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui. OK, super. Non, mais c'est juste, d'abord, merci beaucoup pour la belle présentation. Puis je voulais juste prendre parole. Là. C'est moi qui ai fait la présentation là, sur la codépendance, là, les arguments en faveur et contre. Puis, je voulais juste dire que peut-être, là, ça pourrait être intéressant de faire une fiche, justement, plutôt que peut-être, je comprends tout à fait là, les raisons de ne pas vouloir utiliser ce concept-là ou de le mettre de côté pour différentes raisons, puis de l'adresser peut-être par la bande ou différemment, mais une fiche peut-être qui montrerait justement les mises en garde ou justement si quelqu'un choisit ou trouve vraiment que c'est pertinent pour sa pratique, mais quelles seraient les mises en garde ou aussi quels sont les éléments peut-être pertinents tout de même du concept. Là. Fait que c'était juste mon petit grain de sel. C'est bon, Alexis, merci. Merci, Alexis. Très bon grain de sel. On va te laisser la faire, la fiche. Valérie D. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, une petite question qui me vient en tête. On parle beaucoup quand on parle des membres de l'entourage, du conjoint, de la conjointe, des parents, mais quand les membres d'entourage sont les enfants, les adolescents, ou ce serait-tu applicable, ces fiches-là? Ou... Il y a des éléments que oui. Quand on pense, il faut les prendre, il faut les décortiquer avec beaucoup de nuances, mais il y a des éléments que oui. Comme le cycle de la suétude, par exemple, ou les stratégies d'adaptation, ce ne sera pas les mêmes stratégies telles qu'elles sont nommées là, mais il y a évidemment des stratégies d'adaptation qui sont utilisées pour les parents. Fait, il faut le voir. Les concepts qui sous-tendent nos fiches, oui, mais pas utilisés tels quels. Il faut vraiment adapter. L'idéal, ce qu'on voudrait, c'est en faire pour les parents. Les enfants. Les enfants, c'est ça, mais là, pour l'instant, on les a pas. Mais en nuançant puis en étant capable de faire la transition, oui, il y a des choses qui peuvent être utilisées. Je dirais que pour les enfants adultes, fort probablement que l'adaptation serait plutôt simple à faire parce qu'elles ont déjà comme une autonomie de leur côté. Pour les enfants mineurs, je serais vraiment prudente, là, j'irais plus du côté de Nadine aussi, regarder les thématiques qui peuvent s'appliquer, peut-être leur faire bien comprendre qu'est-ce qui se passe aussi, ça peut être utile. Quand on avait fait notre tournée de l'ensemble des CCCIUS, il y a quelques CCCIUS qui nous ont dit recevoir des demandes de services de la part d'enfants mineurs. C'était toujours en regard de la consommation, mais c'est à peine 2 ou 3, même pas par année. Donc, il n'y a pas de spécialité qui a été faite pour eux, mais c'est sûr que je serais plus prudente par rapport à l'utilisation des fiches intégralement. Je prendrais le temps de bien les adapter, mais ça, je ne sais pas, toi, tu travailles souvent avec les mineurs. Bien, c'est ça, c'est de faire attention aussi, puis c'est ça qu'on voit dans la littérature. Tu sais, on sait que ces enfants-là, ils ont le dos déjà très, très large. Hein? On parle de parentification, sont déjà responsables d'une surcharge de responsabilité de par le fait que le parent est parfois non disponible à cause de sa consommation. Et quand on parle du mieux-être conjugal et familial, mais je ne pense pas que ça devient la responsabilité de l'enfant de prendre ça sur ses épaules. Donc, c'est plus au contraire de l'aider à voir comment lui, il peut aller chercher autrement justement tout le soutien social qui parfois est non disponible malheureusement dans la famille, mais c'est toujours l'équilibre qui n'est pas évident à aller chercher, c'est-à-dire que oui, on veut prendre soin de l'enfant, mais en même temps, on ne veut pas lui ajouter une surcharge de responsabilité sur ses épaules. Donc, on est davantage dans la protection aussi avec l'enfant, de voir comment il peut, dans son quotidien, arriver à être fonctionnel quand maman et papa ne l'est plus. Mais on n'a vraiment pas beaucoup, pour le moment, là, de documentation à cet effet-là.
Il y a le programme CAP sur la famille, hein, qui est quand même très bien implanté dans les services, qui est reconnu comme efficace, qui s'adresse justement à des jeunes où est-ce que les parents vont consommer. Donc, on va avoir un module vraiment d'intervention avec les parents où est-ce qu'on va notamment travailler les habiletés parentales, les habiletés à la communication, comment faire des activités positives avec son enfant. Et avec les enfants, justement, eux aussi, là, on va les ramener un peu plus dans leur rôle d'enfant au quotidien, puis on va faire des activités là, avec eux aussi pour les aider à développer des stratégies pour faire face à la dépendance. Donc, je vous dirais que c'est le programme vraiment qu'on recommande pour le moment là, au Québec. Là, CAP sur la famille, on a de très beaux résultats d'efficacité. C'est Myriam Laventure qui est une collègue là, qui est responsable du programme, mais si vous écrivez ça sur Internet, il y a un site Internet, vous pouvez avoir accès à de la formation directement en ligne. Donc, ça serait vraiment la ressource qu'on pourrait vous conseiller. Là. Merci. Plaisir. Bien, je pense que ça fait le tour. Je ne vois plus de main levée. Donc, encore une fois, un grand merci d'être venu présenter ces fiches qui semblent très bien appréciées par les membres du public. On se dit un rendez-vous en fin novembre pour le prochain midi-conférence qui portera sur le programme de consommation supervisée d'alcool. Et donc, merci d'être venu ce midi et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée.